Bonjour chers internautes. Alors pour ce numéro, Média 241 vous conduit à la rencontre d'un homme de médias, journaliste, consultant sportif gabonais, Freddy Koula. Alors le temps de cette interview, il nous raconte son histoire, sa carrière, ses hobbies, ses passions et ses projets. Alors bonjour Freddy Koula. Bonjour Solange. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation pour cette émission. C'est un vrai plaisir. Je suis fan de Média 241 et je suis surtout fan du travail que vous faites. Ah ben merci, on essaie tant bien que mal de vous faire plaisir à notre niveau. Alors deux mots pour décrire Freddy Koula, ça donnerait quoi? Alors, passionné et intègre. Passionné parce que tout ce que je fais, je le fais avec passion, avec un dévouement qui souvent peut être débordant. Et puis intègre parce que je mets toujours la raison devant et j'essaie toujours de me rapprocher de la justice. C'est beaucoup plus pratique et pragmatique que d'être honnête. La justice, c'est quelque chose de beaucoup plus fondamental parce qu'il y a un équilibre à trouver dans les situations. Donc oui, passionné et intègre, ce sont deux mots qui me décrivent parfaitement. Donc un homme parfait? Non, pas parfait parce que je suis un flemmard naturel. Quand j'étais tout jeune, je n'aimais pas laver les assiettes, donc je me souviens encore de mes tantes ou de mes oncles qui me disaient, parce que je restais longtemps devant la télé et tout ça, et on me disait, tu seras jamais personne dans ta vie si tu continues à dormir tard, à regarder la télé tard, à ne pas faire les tâches ménagères. Et donc oui, j'ai plein de défauts et je pense que j'ai traîné ça pendant toute ma vie, mais derrière, je me suis toujours réfugié vers ce qui peut m'emmener vers l'avant, notamment mes études et notamment des projets dans lesquels je travaille. Je me mets à fond dedans et puis ça devient un défaut parce que de temps en temps j'oublie la famille, j'oublie l'essentiel et le basique. Oui. Et donc des directives, des règles que vous vous imposez et qui aujourd'hui donnent une carrière journalistique. Oui, je me suis imposé un fonctionnement. Je me suis fait tout seul aussi parce qu'en fait, pas beaucoup de gens savent, mais je suis issu d'une famille monoparentale. En fait, mon père, j'ai jamais connu mon père en fait, et ma mère, j'ai grandi avec elle et j'étais tout seul. Pendant longtemps, mes frères et mes sœurs étaient avec leur père pendant longtemps. Et puis, en fait, j'ai tout appris de ma mère, j'ai tout appris de moi-même aussi en grandissant parce que parfois ma mère était là, parfois elle n'était pas là, elle faisait du commerce et tout ça. Et je me suis fait tout seul, je me suis forgé un caractère, je me suis forgé aussi une identité. Et en grandissant, je me suis forgé une passion, je me suis forgé une attitude et des ambitions. Et c'est ce qui a fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui parce qu'en même temps, il a fallu que je me crée un canevas, que je me range dans ce canevas-là, et puis d'un autre côté, que j'oublie un tout petit peu peut-être ce qui peut être essentiel dans la vie, être beaucoup plus social, être beaucoup plus ouvert et beaucoup plus disponible pour les gens, parce que je pense que le défaut que j'ai aujourd'hui, c'est que quand je suis plongé dans un projet, j'en oublie presque de partager la vie normale avec d'autres gens. J'ai des soucis même en couple pour ces raisons-là, donc voilà. Et donc aujourd'hui, comme je disais, journaliste sportif, consultant, grand homme de médias gabonais. Alors comment est-ce que Freddy Koula débute sa carrière? Alors, c'est amusant parce que moi j'ai toujours été un grand fan de la télé, comme je l'expliquais quand j'étais tout jeune. Je pense que j'ai passé beaucoup d'heures devant la télévision quand j'ai découvert la télé parce que quand j'étais tout jeune, chez moi, ma mère, elle n'avait pas les moyens d'acheter une télé. Et je me souviens toujours du premier souvenir que j'ai de la première fois que j'ai regardé la télévision. J'étais venu parce que moi je suis né à Mokab, donc après j'ai bourlingué un tout petit peu en allant chez mes oncles et tout ça. Et je me souviens la toute première fois que j'ai découvert la télé, c'est chez mon oncle. J'étais allé en vacances à Nzilé, c'était à 14 km de Lambaréné. Et je suis arrivé dans la maison, c'était une belle maison, une grande maison, je partais du village et tout ça. Je pense que j'avais 7-8 ans. Et j'avais découvert une grande télévision, elle était en couleur, et il y avait du magnétoscope. Et après je me suis pris de passion pour cet outil-là et je restais là. Et parfois on nous disait d'aller nous coucher à 22 h, moi je revenais à 1 h du matin, je remettais la télé. Et quand mon oncle venait voir, parfois il se fâchait et tout ça. Donc je suis très vite tombé amoureux de la télévision et de l'écran, et de la radio aussi par ailleurs. Et puis je pense en grandissant, sans le vouloir, j'avais cet attrait pour la télé mais sans le savoir. Donc quand je suis allé à l'université notamment, j'avais fait une double licence en histoire et archéologie. Et puis à la fin de la 3e année, j'avais décidé de faire de la radio parce qu'entre-temps dans l'université, j'étais tellement passionné du foot que voilà, je passais des heures à la salle d'écoute de l'université quand on appelait ça la maison des étudiants. Et là, tout le temps, je parlais du foot, du Barça et c'est moi qui informais les autres. Et c'était devenu presque obsessionnel, j'en oubliais presque mes cours. Et après, un gars m'a dit un jour, mais non, j'avais une copine qui travaillait qui était à Radio Campus, elle s'appelait Gladys, Kozati d'ailleurs. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle allait à la radio et puis un jour elle m'a dit mais tu sais tu peux venir à la radio aussi faire tes trucs, tu parles de foot et tout. Je dis ok. Moi un jour je suis parti, j'ai rencontré un monsieur qu'on appelle Freddy Ntuntum et puis il m'a dit jeune homme, oui, vous êtes sûr que vous voulez faire la radio? J'ai dit oui. Et il a dit vous êtes sûr? J'ai dit oui je peux. Il dit bon écoute, pose-moi une bande annonce vite, on va voir. Et c'est comme ça que j'ai écrit un truc vite fait, j'ai posé.
Il m'a dit, bon, ok, ça sent que tu n'as jamais fait de la radio, mais tu peux devenir un bon chroniqueur et tout ça. Et puis j'ai posé une bande-annonce, j'ai créé une émission que j'ai appelée Campus Champions Club. Je faisais tous les week-ends, en fait, je faisais gagner des lots, parce qu'à ce moment-là, mon grand frère, il m'avait trouvé un stage à RTL, donc je prenais, ça m'arrivait de piquer même quelques lots et tout ça dans tout ce qu'on faisait manifestation d'RTL, et puis je ramenais ça au campus, et puis je faisais gagner aux gens quelques gadgets ou tout ça. Et après, ça m'a donné une verbe, parce que je restais là tous les week-ends, passionnément, devant mon micro à la radio, je parlais aux gens, et puis je me suis dit un jour, mais pourquoi en fait je ne ferais pas ça beaucoup plus longtemps? Et puis quand j'organisais des événements au campus également, des tournois de foot, un jour, un monsieur qu'on appelle Joël Francoulou, un journaliste de TV+, je me souviens encore de cet après-midi-là, je les avais invités pour suivre l'événement au campus, un match de foot, et puis il est venu. Il m'a regardé en train de parler au micro et tout. Et puis il m'a dit, jeune homme, c'est toi qui nous as invités ici? J'ai dit oui. Il dit, mais tout ce que tu es en train de dire au micro là, etc. là, tu penses que tu peux venir à la télé et puis refaire la même chose? Et je l'ai regardé, puis je lui ai dit, à la télé? J'ai dit oui. Il dit, mais bon, en tout cas, je fais de la radio. En ce moment, je fais mon émission. Il dit, oui, la radio c'est bien, mais tu veux venir à la télé parler comme tu parles là. Et c'est comme ça que 2 jours après, je me suis retrouvé à TV+, en fait, aller faire une émission qu'on appelait les débats de foot. Je me souviens à l'époque, en entrant, j'ai encore cette photo sur Facebook où je rentrais pour la première fois et j'étais allé avec un ami. Je lui ai demandé de me filmer parce que c'est la première fois que j'entrais dans une télé. Il m'a fait une photo. J'ai cette photo-là, franchement, je la garde. Et je suis rentré dans TV+, j'avais des bretelles. Je me souviens ce jour-là, j'avais mis un col roulé. C'était sur ton 31. Ah, non, mais carrément, quoi. J'étais en col roulé, j'avais des bretelles et tout. Et je suis arrivé. Et quand je suis rentré, la première personne que j'ai croisée, c'est monsieur Francis Salongabo. Et là, je regardais Francis, il était là. Ah, monsieur Francis, quoi. Il était assis devant son bureau. J'ai dit bonjour, monsieur. J'avais croisé Carnot Atonmengue également. Et je suis allé vers Joël Franck, qui m'avait invité. Il a dit oui, vas-y, fais-toi maquiller. Et puis, vas-y, on commence au plateau tout à l'heure. Et puis, il y avait un panel de journalistes qui étaient là ce jour-là. De journalistes que je voyais un peu à la télé. C'était un débat sportif qui réunissait beaucoup de médias. Et moi, j'étais le mec qui venait de l'université, de rien du tout. Je me souviens, j'avais peut-être 24 ans à l'époque. Et puis, on a commencé l'émission débat. Et bim, au début, j'avais un peu le trac, on enregistrait. Et puis, j'avais compris que c'était pas en direct, donc je pouvais me lâcher. Et c'est comme ça que j'ai rentré dans le débat. L'émission avait commencé peut-être pendant 25 minutes, je ne parlais pas. Et puis, Joël Franck me pose la question. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui s'allume et tout ça. Et bim, je commence à répondre. Et là, bim, je commence à répondre. Et ensuite, ça s'enchaîne. Et après, je commence à dire non, mais j'ai envie de dire un truc. Et quand j'ai terminé le truc, je suis sorti. Et il y a Salongabo qui me regarde et qui dit jeune homme, avec sa voix grave. Il dit jeune homme, je vous ai entendu tout à l'heure. Il a dit vous avez une énergie, vous avez une pêche d'enfer. Il m'a dit ça. Salongabo qui te dit ça. Donc je le regarde et je dis ah ouais. Il dit non, revenez la prochaine fois, il faut revenir plus souvent. Vous avez une pêche, vous apportez une énergie à l'émission. Et là je regarde Joël Franck et puis je dis bon, je peux revenir quand je veux, il n'y a pas de problème. Et là il me rappelait maintenant toutes les semaines, alors que ça faisait la rotation les autres journalistes. Maintenant je venais toutes les semaines pendant peut-être 2-3 mois comme ça je venais et que je commençais à être un peu célèbre à l'université parce que c'est une émission qui était bien regardée. Quand j'entrais au campus à la fac, on commençait à me dire mais on t'a vu à TV+, ah ben on t'a vu parler de foot, ah ben Freddy, oui. Et là, beaucoup de gens maintenant venaient vers moi, commençaient à dire mais tu penses quoi de ça, etc. Et puis au bout de ces 3 mois, c'est parti très vite parce que j'ai enchaîné ensuite dans un autre média, Télé Africa. Voilà. Et jusqu'à ce qu'on vous retrouve après sur des médias internationaux. Oui, sur Canal. Oui, sur Canal. Et la première fois que vous foulez un studio, vous voyez le studio de Canal, quelle impression? Non, déjà j'avais eu la chance. Je pense que quand j'étais à Télé Africa, j'avais fait déjà la CAN 2015 en direct pour la première fois. C'était une aventure incroyable. Monsieur Snella Ange Pambo, quand je considère comme un de mes mentors de Télé Africa, m'avait confié une responsabilité. En fait, il était venu à TV+, il m'avait vu faire des émissions. Et puis il était venu un jour, il a dit mais le petit là qui parle, moi j'ai besoin de lui pour qu'il vienne à Télé Africa. Quand je suis venu, il y avait eu la CAN 2015 dans la foulée. Et il m'avait dit un matin, j'étais en stage et là j'étais parti au PMUG en stage aussi. Et il m'avait dit un matin, mais jeune homme, oui, bon, nous on a une émission à Télé Africa, tu te débrouilles à faire ce que tu veux, mais c'est toi qui vas présenter cette émission. J'ai dit bah ouais. Il dit c'est une blague, mais je fais pas ça, moi je consulte. Et quand j'étais à Télé Africa, ça avait plutôt bien marché pendant toute la CAN, l'émission avait cartonné. Et après dans la foulée, en fait, je faisais des chroniques sur Gabon Télévision, sur une émission à Espace Jeune avec un ami qu'on appelle Wise Fatombi, qui est un peu mon compère. Pendant ce moment-là, on avait intégré un programme qu'on appelait les Samba professionnels avec une dame qu'on appelle Josiane Maténé. Et elle, en fait, dans son programme, dans son cheminement, elle avait réussi avec Amobé MVB et Harry Roselmack en France, il était parrain de cette édition-là, à nous trouver une ouverture pour aller passer un séjour en France. Donc on est parti en France et avant de partir, on avait réussi à voir Abou Bakriba qui était très proche de GCN à l'époque, elle me l'avait présenté et Abou m'avait pris tout de suite quand il était venu au Gabon, il m'avait dit ah mais ça va petit, ouais tu veux faire ça? Je lui ai dit oui je veux faire ça et tout. Et on avait fait la Tropicale à Missa Bongo et j'avais rencontré Aboubakar Riba, j'avais rencontré le directeur des sports de Canal qui s'appelle Pierre Chedzeg, qui m'avait regardé et qui m'avait dit
Je lui avais demandé un t-shirt. Et là, il m'avait dit, non, non, je te donne pas le t-shirt. Tu auras le t-shirt de Canal quand tu viendras travailler pour Canal. Et là, en fait, j'avais pas compris en fait le code, mais je me suis dit, mais putain, il m'a vu bosser ou quoi, toi? Et je pense qu'il y a un monsieur qu'on appelle Benjamin Burlot qui coordonne la Tropicale qui leur avait parlé de moi. Et quand on est parti en France pour les samba professionnels, j'avais eu la chance, grâce à Aboubakar Riva et Pierre Chezeg, d'aller à Canal Plus Afrique et d'y rester 3 mois. Donc je suis resté comme un stagiaire, mais en fait j'étais un stagiaire freelance. J'étais là, on m'emmenait je partais sur tous les plateaux, on me faisait visiter. Philippe Doucet, il m'emmenait partout. Aboubakar Riba m'emmenait partout sur tous les plateaux. Donc j'avais la chance moi de venir en immersion à Canal. Et il y avait Robert Brazza en fait qui m'avait aussi accueilli. Donc je venais les soirs de Ligue des Champions, regarder comment ça marche sur un plateau. J'avais rencontré Vincent Radiora à cette époque-là. Il y avait plein de journalistes de Canal que je voyais. C'est là que j'avais rencontré Stéphane Guy, j'avais rencontré Hervé Matou, Pierre Ménès et tout ça. Donc pendant 3 mois et demi, c'était super intense à Paris. Et j'ai parti dans les studios de Canal, que ce soit Canal France ou Canal Afrique et tout ça à la rue du Dôme. Et en fait, j'étais rentré dans la vie des gens de Canal et j'avais réussi à intégrer cet esprit de Canal sans travailler déjà pour Canal. Donc ce stage-là, quand j'étais revenu au Gabon, j'avais un autre regard sur le métier, alors que moi-même j'avais juste envie en fait d'être dans le monde des médias de façon fun et de contracter. C'était pour moi une passion, rien de plus, parce que j'avais envie de continuer mes études. À ce moment-là, je faisais un master en communication à l'UOB. Et puis quand je suis revenu, il y a Billy Binzé, Alain Claude, monsieur le ministre d'État aujourd'hui, mais monsieur Billy Binzé qui était en train de monter Gabon 24 à l'époque, et il avait envoyé quelqu'un vers moi pour me demander si j'étais pas intéressé, parce qu'il avait eu écho que je revenais d'un stage en France et tout. Donc j'avais rencontré une dame qu'on appelle Rosie, je crois, Madame Ogoué Banja, qui m'avait expliqué le projet et qui avait dit non mais toi, ton profil me plaît beaucoup, on va tout faire pour te prendre. Donc c'est comme ça qu'ensuite je suis allé au Palais à Gabon 24, je suis resté 1 an, au lancement j'étais là, le premier JT, je m'en souviens, je l'avais fait avec Abdulaziz Maïga ce jour-là. Le président avait regardé, je crois, j'avais fait le JT, j'avais fait une chronique sport. Et puis, tout est allé très vite parce qu'après, quelques mois plus tard, Canal m'avait rappelé pour faire des chroniques. Et ensuite, on était arrivé à la Cannes en 2017 où j'avais finalement été repris par Canal pour cette grande émission, je pense, qui sera la plus grande expérience de ma vie jusque-là. C'était formidable. Jusqu'aujourd'hui, je n'arrive pas à digérer le succès parce que j'étais il n'y a pas longtemps d'ailleurs au Burkina et j'étais passé par l'aéroport de Côte d'Ivoire. Et à chaque fois, je voyais des gens qui me disaient « C'est Freddy Koula, c'est toi !» etc. Et franchement, c'est génial, quoi. Donc oui, c'était bluffant de découvrir l'univers de Canal, de travailler avec Canal+, que ce soit ici et même en France, parce que chaque fois que je suis en France depuis 4 ans, mais chaque fois que je vais dans les studios de Canal, depuis que j'ai arrêté de bosser avec eux en 2019, c'est toujours de la famille, c'est toujours aussi impressionnant de voir le professionnalisme, cet esprit de Canal qui te pousse à te transcender. Voilà. Oui. Là, je suis très passionné là, du coup. Oui, on sent tout de suite la passion de l'homme de médias qui parle. Donc après toute cette expérience internationale, un nouveau regard. Donc quel est le regard de Freddy Koula sur le journalisme sportif gabonais? D'abord, personnellement, je pense que je suis comme un footballeur. Je pense avoir été dans un environnement de journalisme où je suis tombé un peu, bon, pas forcément par vocation, mais parce que en fait, les circonstances ont fait que ma passion m'emmène vers quelque chose de sympathique et qui est aussi une passion aujourd'hui maintenant, le journalisme. Et puis, les choses sont allées tellement vite pour moi que ce n'est pas forcément la même chose pour les autres. C'est-à-dire que moi, j'ai gravi presque tous les échelons. Pour vous dire la vérité, c'est vrai que je me souviens, un jour, j'étais dans le campus de l'UOB, j'ai un ami, un petit qui s'appelle Darlin, et puis un jour, on était en train de regarder le match de Canal, et puis je lui ai dit un jour, Darlin, tu sais, un jour, je serai sur Canal. Banalement comme ça. J'avais commencé mes émissions à la radio, je lui ai dit, tu sais, un jour, je serai sur Canal. Il me dit, ouais, non mais grand, etc. Je lui ai dit, non, mais un jour, tu entendras parler de moi, je serai sur Canal, etc. Juste comme ça. Et puis je me souviens qu'il m'avait rappelé ça il y a quelques mois en me disant, mais tu avais dit ça. Et donc, pour moi, les choses sont allées super vite parce que je considère peut-être que j'ai de la chance, j'ai une étoile, j'ai peut-être aussi, et puis j'ai bossé pour ça parce que j'ai passé des nuits blanches. Mon petit frère Gauthier va pouvoir vous le témoigner. J'ai passé des nuits devant le miroir et j'avais un grand frère qui venait dire mais putain arrête de faire des incantations. Je lui disais non, c'est pas des incantations, je le répétais devant le miroir. Donc moi j'ai travaillé j'ai eu aussi une petite étoile sur ma tête qui m'ont permis en quelques années de gravir comme un footballeur toutes les classes, de me retrouver au Barça ou au Real de Madrid des médias, qui est Canal+ pour les francophones. C'est même pas le cas pour tout le monde, parce que tout le monde n'aura pas forcément eu la chance d'avoir rencontré Aboubakar Riba, d'avoir rencontré Josiane qui m'a permis d'aller en stage en France. Tout le monde n'aura pas eu un grand frère, parce qu'avant que je rencontre Josiane, mon grand frère m'avait filé 100 000 pour aller à ce séminaire des samba professionnels. N'aura pas eu un grand frère qui m'a donné 100 000 à ce séminaire, rencontrer Pape Diouf et Josiane qui m'ont permis de rêver davantage, d'aller en France, de connaître les mecs de Canal, de revenir. Tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir été vu par Billy Binzé pour dire prends ce petit, mets-le à Gabon 24.
et tout le monde peut-être n'aura pas eu la même passion et peut-être le même encadrement. Parce que moi, j'ai la chance d'avoir des gens qui me conseillent, qui m'appellent. Quand je dégamme, on m'appelle, etc. Et puis, tout le monde aura peut-être eu la chance aussi de faire l'université comme j'ai la chance de l'avoir fait, même si c'est vrai que l'université est gratuite, et notamment l'UOB. Et puis, cet environnement-là, en fait, est un environnement où beaucoup de gens viennent non pas par passion, mais ils viennent parce qu'ils se disent « Ah, mais il y a une brèche et c'est la chose la plus simple à faire ». Moi, je connais beaucoup de journalistes qui sont tombés dans le journalisme parce qu'ils n'avaient rien d'autre à faire. Donc, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens que je connais qui sont allés à l'université surtout, ils ont un peu tâtonné à la fac et puis ils se sont dit « Putain, non, c'est bon, je vais commencer à faire la radio ». Ah non, je vais commencer parce que le code de la communication, pendant longtemps et même aujourd'hui, dit que pour être journaliste, deux choses. Donc, soit tu vas à l'école, soit tu apprends sur le tas. Et donc, il y en a qui prennent le raccourci, l'école est trop compliquée, oui, je vais apprendre sur le tas, je vais sur le terrain, on me donne 10 000, 20 000, ma vie commence à grandir, et puis tu grandis, selon, tu oublies même de te former. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une sorte de conflit de générationnel un peu, parce que ceux qui n'ont pas été formés voient ceux qui ont été formés comme des ennemis. Et le problème de ce métier-là aussi, c'est que derrière, structurellement, on a un problème avec les médias, c'est que les gens n'ont pas conscience que la télévision, la radio, etc., ça coûte cher, ça coûte de l'argent. Et cet argent-là, malheureusement, les promoteurs et même l'État et les autorités n'investissent pas suffisamment dans le matériel et surtout dans la formation des journalistes. Donc je trouve que c'est un problème. C'est un problème d'abord de vision. Qu'est-ce qu'on veut faire de nos médias aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on veut faire de nos journalistes? Et les journalistes, qu'est-ce qu'on veut faire de notre métier? Ça, c'est ultra important. Pour être sur le journalisme et pour avoir une vision globale de comment les rapports que j'ai avec les confrères, moi j'ai toujours respecté de point de vue basique tous les aînés que je côtoie dans le métier, mais j'ai un problème et ça je l'assume complètement. Freddy Koula est souvent décrit comme une personne assez imbu de sa personne, voilà. J'emploie les mots tels que c'est dit. Sûr, ça se dit imbu de sa personne. Freddy Koula serait vraiment imbu? Non, je ne suis pas imbu parce que tout ce qui me connaît, c'est ça qui est amusant, et c'est bien. Ils ont peur de me voir. Une fois, un parallèle, je suis allé en boîte. C'est pas un peu trop prétentieux de dire ils ont peur de me voir? Non, façon de parler. C'est de la peur professionnelle, c'est lié à mon métier, pas parce que j'ai des muscles. C'est que ça veut dire que je fais un travail un peu sérieux, c'est-à-dire que j'essaie d'être le plus juste possible. Et vraiment, c'est ce que je dis toujours, la justice c'est important même dans le travail. Et il y a un sportif qui m'a vu en boîte et puis il a eu peur, il a envoyé ses gars en disant non mais il t'a Freddy Koula de ne pas dire, de ne pas écrire ou parler à la télé le lendemain qu'il m'a vu en boîte. Donc c'est-à-dire que cette attitude de dire que je suis imbu, je suis arrogant, je ne le suis pas du tout. Parce que pour ceux qui savent, même si vous regardez le palmarès des journalistes gabonais qui ont travaillé pour les médias internationaux, il n'y en a pas beaucoup qui ont fait RFI. Je ne connais pas un seul qui ont fait RFI, qui ont fait TV5 Monde, qui ont fait Canal+. J'ai fait Gabon Télévision aussi parce que j'étais chroniqueur, j'ai fait Gabon 24, j'ai fait TV+, j'ai fait Télé Africa. Vous allez chercher dans toute l'histoire du journalisme, il n'y a personne qui a fait ça. Tu n'enchaînes pas un deuxième métier, un troisième métier ou dans une troisième boîte si tu as une réputation de mauvais travailleur, de bad boy, d'impoli et de pas respectueux. Donc pas un but de sa personne. Du tout. On a un problème dans le métier de journaliste, c'est que, même j'en parlais avec Tassiana Miko, même hier avec Patricia Lidimolé, je disais qu'aujourd'hui dans le monde du journalisme, les cancres, entre guillemets, ont pris trop de place. Si bien que ceux qui ont fait des efforts, parce que moi je ne vais pas rechigner, l'État gabonais a payé l'école pour moi. Je suis comme beaucoup de gens, a investi. J'ai eu une bourse d'études et là j'ai toujours une bourse d'études pour ma thèse, etc. Donc je n'accepterai pas que celui qui n'a pas le même background, mais je disais qui n'a pas fourni les mêmes efforts que moi, viennent derrière détruire complètement les efforts que j'ai faits. J'ai fait comme beaucoup de gens, j'ai fait des 2 capis, j'ai traîné à l'université, les moustiques m'ont piqué, etc. J'ai subi les affres des enseignants, etc., que ce soit à la fac et même à l'école, etc. Donc aujourd'hui, tout ce que j'ai aujourd'hui, tout ce que je fais aujourd'hui, je pense l'avoir mérité par le travail. Et donc je ne peux pas accepter que quelqu'un se lève un matin, quelqu'un qui n'a même pas fait l'effort, parce que je considère qu'il y a des paresseux dans ce métier et même dans d'autres métiers, viennent te dire « Ah putain, excusez-moi du mot, mais tu ne mérites pas ça, tu n'aurais pas dû dire ça, tu n'aurais pas dû faire ça. » Qui est-il pour le dire? Quand bien même il y a beaucoup de gens qui ont souffert derrière. C'est pareil, j'ai eu une polémique avec une journaliste de Gabon Télévision il n'y a pas longtemps, Raissa Lormeza, et je pense que beaucoup de gens l'ont mal pris. Mais simplement que Raissa, je la connais depuis. Elle est directrice des sports de Gabon Télévision. Je la connais depuis, je la connais les standards professionnels. Ça a été plutôt quelqu'un de plutôt proche parce que je me souviens quand j'ai commencé, elle me conseillait, elle me boostait. Mais il y a 2 choses dans la vie. Il y a la gentillesse apparente et puis il y a la gentillesse hypocrite.
Ça, je ne supporte pas. C'est-à-dire que si tu es gentil avec moi dès le début… Elle aura eu un geste d'hypocrisie avec vous? C'est arrivé plusieurs fois, beaucoup de retours. Et ensuite, il y a eu la polémique parce qu'elle était, pour terminer, parce que je pense que les gens sont intéressés par l'histoire, elle était dans la délégation de la fédération. On va venir sur le club, mais tout ça est parti de là. La délégation de la fédération, l'équipe qui est partie à Marseille. Un peu derrière, quand j'avais dénoncé la maltraitance des fils, ça avait fait un buzz quasi mondial parce que j'ai eu même des médias aux États-Unis qui m'ont appelé pour parler de ça et tout ça. Et derrière, on m'avait suspendu. La HAC avait fait un communiqué à la télévision, c'était un tollé. Il s'était permis même, les gens de la HAC et le reste, d'appeler RFI, d'appeler Canal+, tous les gens avec qui je travaillais, histoire de vouloir me verrouiller. En fait, en gros, dans leur esprit, c'était qu'il faut qu'on me bloque partout. C'était ça l'idée. Et Dieu merci, moi je recevais des gens qui m'envoyaient des audios. Tu sais, quand vous êtes à des réunions au Gabon, il y a toujours quelqu'un qui t'aime bien et qui t'envoie un audio. Les gens me critiquaient, me vilipendaient en interne, dans le monde de la fédération et tout. Ce que je considère comme normal parce qu'ils défendent leur bout de pain. Je pense qu'elle est allée trop loin, ils sont allés trop loin dans l'idée de vouloir me détruire. C'est-à-dire qu'ils ont profité de ça parce que moi j'ai fait quelque chose de fondamentalement noble. C'est-à-dire que j'ai défendu une position, j'ai défendu les jeunes gamines qui subissaient entre guillemets une sorte de discrimination et même des maltraitances parce que le monde du sport c'est pas un monde de la maltraitance, c'est un monde de la joie. Et donc si l'État gabonais investit de l'argent pour pouvoir emmener les sportifs à l'étranger, on doit pouvoir les mettre dans des bonnes dispositions. Donc moi c'est un combat et je suis dans le monde du sport, je regarde comment ça marche à l'étranger, je vois comment ça marche en France. Pour moi c'est intolérable. Et dans ces filles-là, il y aurait pu avoir ma petite sœur. Donc tout ce qui est arrivé, le ministre d'État Alain-Claude Bilibizé qui ouvre une enquête, s'il a ouvert une enquête, c'est qu'il a des preuves suffisantes. C'est-à-dire que moi, j'ai eu un échange avec lui, il m'avait appelé, j'étais à Paris, il m'a demandé c'est vrai, etc. Envoie-moi des preuves, je lui ai envoyé des preuves qui sont irréfutables, que je n'aurais pas pu mettre sur les réseaux sociaux. Ensuite, c'est passé ce qui s'est passé, ils sont là, ils ont raconté plein de conneries, ça m'a fait mal, ça fait mal aussi à ma famille. Mais derrière, moi, ça m'a grandi plus qu'autre chose. Donc ensuite, derrière, ça m'est arrivé, si c'était à refaire, je ne referais pas forcément, d'écrire un commentaire maladroit sur Facebook, que j'assume parfaitement. Quand elle avait été nommée au poste de responsable des sports de Gabon Télévision, Raissa Lormeza, j'avais dit qu'en gros, une grande pensée à mes confrères journalistes de Gabon Télévision, notamment ceux qui font du sport, qui vont être dirigés par quelqu'un qui vient d'être nommé à un poste dont la catégorie ne correspond pas à son diplôme de base. C'était pas un peu trop provocateur ça? Si c'était provocateur et c'était volontaire, je dis je l'assume. Je l'assume pourquoi? Parce qu'il y avait eu beaucoup de méchanceté derrière, je suis aussi un homme. Il y a beaucoup de journalistes, je pense aujourd'hui, qui me regardent d'en haut et qui ne m'aiment pas beaucoup. Mais jamais personne ne te dira que je lui ai manqué de respect personnellement ou directement. C'est la première fois de ma vie que j'ai attaqué frontalement un confrère ou une consoeur. Et je l'ai fait parce que je pense qu'ils sont allés trop loin. Trop loin. C'est-à-dire qu'ils ont voulu me détruire littéralement. Ils ont dit trop de choses méchantes, même si les réseaux sociaux partaient en fugue. Et moi, la seule manière que j'avais pour moi de me défendre, c'était cette occasion-là. Et vous le pensiez vraiment, ce que vous avez écrit? Oui, je le pensais, c'est-à-dire par rapport à leur média. Et je vais le dire, même si ce n'est pas elle, si c'est quelqu'un d'autre. Je milite pour la méritocratie. Nous, on est les enfants de pauvres. Moi, j'ai passé des nuits blanches à ne pas pouvoir manger, mais le lendemain, je bois de l'eau, je vais à l'école, etc. Nous, on a souffert. On a fait le collège, on a fait l'université, etc. Et il y a beaucoup de gens à Gabon Télévision qui sont comme ça. Je pense à Henrik Bokoko, je pense à Defoumbele. Ils ont fait l'école, ils sont allés au Sénégal, etc. C'est-à-dire que l'État a investi sur eux, les parents ont investi sur eux. L'État gabonais dit aujourd'hui que pour être directeur général, il faut être en catégorie A1 par exemple. D'accord? Ça, c'est un principe, c'est inscrit dans le Code du travail, la Constitution, etc. Je ne sais pas trop. Bref. Donc, ça, c'est une loi. Donc, la loi dit ça. La loi du pays. Et puis derrière, il y a des gens qui vont contourner la loi et qui vont devoir se faire élever. Je trouve que c'est une injustice. Une injustice qui va être réclamée par qui? Par nous, les enfants de pauvres. Parce que si moi je ne fais pas, moi j'ai la chance d'avoir une audience. Moi j'ai 30 000 personnes qui me suivent sur ma page, je suis sur les médias internationaux. Si je ne défends pas les enfants de pauvres, qui se battent tous les jours, qui vont à l'école, qui vont faire du journalisme ou un autre métier, et ensuite attendent d'avoir un retour sur investissement. Parce qu'une promotion, c'est un retour sur investissement. Ce qui est important dans le journalisme, et surtout qui doit être fait et compris au Gabon par les gens qui nous regardent en externe, c'est que ce métier a besoin de leaders. Ce métier a besoin de gens qui soient intègres et qui impulsent une dynamique où le visage ou le regard qui est porté sur le journaliste doit être différent aujourd'hui. Aujourd'hui, que ce soit sur les télévisions publiques ou les télévisions privées et même dans les médias, la presse écrite, etc., les gens au quartier, entre guillemets, regardent le journaliste comme quelqu'un qui a un peu raté sa vie. Ou quelqu'un qui, quand il vient dans un événement, moi je suis contre ça fondamentalement, la presse se retire. Et ça fait longtemps et personne, même quand j'étais à Gabon 24, Dieu merci, c'était notre ligne de conduite, Alain-Claude Bilibizé nous le disait tout le temps, je ne suis jamais allé à un reportage et
attendre à la fin du reportage qu'on me donne. Je comprends bien qu'il y a certains médias, surtout indépendants, qui vivent de ça, mais je pense que ça contribue on parle des per diem. Voilà, on parle du per diem. En fait, ceux qui sont gabonais comprennent, la presse se retire. Voilà, ce per diem-là qu'on donne à la fin d'un événement, autant si vous avez couvert un événement, etc., et qu'ensuite derrière, quelqu'un, par gentillesse, vous dit, bon écoute, voilà, je vous donne une petite enveloppe pour vous payer le taxi, etc., tant mieux, il n'y a pas de problème, ça peut arriver. Mais que de dire que ça devient une exigence qui est liée au service rendu, entre guillemets, si on commence à rendre des services alors qu'on est journaliste, on a un problème d'intégrité et derrière tout ça remet en question la déontologie même du métier. Mais clairement, donc en fait, il faut aller vers cette progression-là, il faut aller vers la formation des journalistes, c'est ultra important et il faut militer pour la mise en avant de ceux qui ont été formés. Pas que ceux qui n'ont pas été formés ne sont pas bons, ils ne méritent pas, mais ceux qui ne sont pas formés doivent apprendre qu'ils doivent se former pour être à la place de ceux qui sont formés. Très bien, d'accord. Bon, on va sortir un peu de ce cadre hyper professionnel. Freddy Koula, hors de sa veste de journaliste ou de consultant, c'est qui le jeune Freddy Koula? Qu'est-ce qu'il aime faire, Freddy? Il danse quoi? Il mange quoi? Déjà, je suis mauvais danseur. J'avais une copine qui était une copine de Wellington qui me disait toujours, Freddy, on est à souk, c'est-à-dire enfant, ça veut dire que tu es vraiment nul en danse, etc. Je ne suis pas bon danseur. Je me souviens d'ailleurs qu'on faisait une émission il n'y a pas longtemps avec le ministère des Sports qu'on appelait Fitness chez vous. Et puis j'avais fait dans une des émissions une danse ikoku, etc. J'étais super nul à ça. Mais Freddy, en gros, moi je suis né d'une famille nombreuse. En guillemets, ma mère, elle a eu 11 gosses au total. Mais bon, c'est vrai que pendant longtemps, comme je vous ai expliqué, j'ai grandi tout seul avec ma mère, donc je me suis fait un peu tout seul. J'ai beaucoup côtoyé le village parce que je suis né à Mokab. C'est un petit village, c'est le village de Nyondamakita, qui est mon arrière-grand-père de l'époque, parce que même de notre clan. Donc Nyondamakita, qui est un guerrier gabonais bien reconnu dans le sud, qu'on appelle Mavurolo Mandieng. Je suis né dans son village et je considère que je suis héritier de son état d'esprit, de conquérant, etc. Et dans cette conquête-là, ça m'a emmené au fur et à mesure à être quelqu'un, je pense que du point de vue familial, les gens m'aiment bien, même mes amis, je pense qu'ils m'aiment bien, j'ai la joie de vivre, j'aime jouer au foot et depuis que je suis petit, je pense que j'ai raté une carrière de footballeur que j'ai compensé en étant journaliste sportif, mais pendant longtemps, je pense que j'ai beaucoup joué au foot quand j'étais tout jeune, j'ai côtoyé des villes, que ce soit Moabi, Mouila, parce que moi je suis arrivé à Libreville un peu par le bac, comme beaucoup de gens, et puis j'ai passé une partie de ma vie dans le campus de l'UOB, donc je me suis forgé cet esprit de hasta la victoria, siempre, c'est-à-dire que aller toujours en avant et ne jamais douter. Et puis j'ai 2 enfants. J'essaie de trouver un équilibre entre mes passions et ce qui est la vie normale. Et cette vie normale-là, naturellement, ne peut pas être assumée si derrière, professionnellement, il n'y a pas un aboutissement. Alors, on va parler maintenant de vos projets. Hein. Quels sont vos projets? Dans votre actualité, récemment, vous avez lancé un club. Et derrière ce club, il y a une pléthore quand même de petits projets qui se greffent. D'abord, avant le club, en fait, il y a un peu plus de 2 ans, j'ai lancé une petite boîte consulting, j'appelais K Consulting. En fait, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat parce que j'ai identifié un besoin dans le monde du sport, notamment, ça manquait de visibilité. Donc, j'avais lancé cette boîte-là où j'ai accompagné notamment la Ligue nationale de football pour la restructuration du championnat du point de vue de la visibilité. On avait travaillé beaucoup sur le visuel, après ça s'est arrêté. Et donc, cette boîte-là, en fait, m'a permis, moi, de rentrer dans le monde de l'entreprise. Donc, oui, j'ai une petite entreprise où ça m'arrive, en fait, de faire du freelance avec beaucoup de ceux qui m'accompagnent. Et puis, j'ai créé le club Atlético Akanda, c'était en novembre 2019, consécutivement à l'épisode en fait en gros du scandale autour de l'équipe féminine, parce que je me suis dit qu'il fallait partir de la parole à l'acte, c'est-à-dire qu'il fallait laisser un artefact, il faut laisser des traces dans la vie et les traces ne sont jamais verbales. Donc du coup, on a lancé le club, on a préféré miser pour commencer, on a préféré miser sur le football féminin parce qu'on est parti, on a d'abord fait une petite enquête préliminaire, mais mes amis et mes collègues et moi, etc., on s'est dit, bon, qu'est-ce qui pourrait être le plus simple pour nous pour rentrer dans le monde du foot et du sport? Non, ce serait naturellement quelque chose qui n'existe pas. Et ce qui n'existe pas dans le foot, c'est le football féminin. Le foot lui-même patauge déjà au Gabon, mais le cercle du football masculin est très fermé. Il y a beaucoup de personnes qui se donnent des coups. Et puis on s'est dit, si on aidait au développement du football féminin, ça nous permettrait d'avoir une visibilité pour peut-être attaquer le football masculin et structurer l'ensemble. Mais si on n'arrive pas déjà sur un terrain vierge à construire un modèle de maison,
on n'arrivera jamais à construire une cité dans un environnement qui est beaucoup plus complexe. Donc on a créé ce modèle Atlético Acanda pour impulser une dynamique dans le football féminin, d'autant plus qu'une année avant, j'étais à Paris et à Grenoble où j'ai suivi toute la Coupe du Monde 2019, je pense, Coupe du Monde féminine en France. Ça avait eu un succès phénoménal, c'était super bien, j'avais vu un engouement autour. Et puis je me suis dit, bon écoutez, ça y est, on va essayer de faire ça, on va voir ce que ça donne sur 3, 4, 5 ans. Donc on continue sur un projet de développement sur 3, 4, 5 ans pour essayer de redonner une image positive au football féminin. Et je pense qu'en une année, modestement, sans être arrogant bien sûr, on a remis le football féminin sur la carte nationale. Et maintenant, on est en train de travailler avec les autorités, notamment le président de la fédération, avec qui j'ai beaucoup d'échanges ces derniers temps, le directeur technique aussi, même le ministre, je lui en ai parlé, et même la marraine du club, qui est la présidente du Sénat, on a parlé au ministre. Il y a une chaîne qui commence à se créer pour dire, ah ben tiens, ce serait bien que vous regardiez un peu ces petites filles qui jouent au foot là, ben, ce serait bien qu'on y mette un peu d'argent. Donc c'est vraiment quelque chose de positif qu'on a créé et qui aujourd'hui est en train de naître. Sportivement, on attend que les compétitions reprennent pour qu'on voit si on va jouer au foot et si on est bon. On a fait un bon recrutement et puis on a créé, on va en parler certainement, ce projet éducatif qui est un projet que je trouve fondamental dans la dynamique qu'on veut impulser. C'est-à-dire que si vous venez, vous créez un club de football et que vous dites ok, on va jouer au foot, bah, on tombe dans le football féminin, on se dit ben, il y a le foot, ok, mais il n'y a pas de championnat dans le foot. Pour l'instant, il n'y a encore rien dans le foot féminin. Qu'est-ce que les filles font à part ça? C'est-à-dire qu'elles viennent, quoi, elles s'entraînent une fois par semaine, elles jouent quoi, les matchs les week-ends de temps en temps en amical, et après il y a quoi dans leur vie? Et puis on a remarqué quelque chose quand on a lancé le foot féminin, c'est que on a fait une stat d'ailleurs qui est dans le projet de présentation. On a sur 10 filles qui jouent au football, il y en a 4, donc 4 sur 10 qui, au bout de leur vie de footballeuse ou au bout de leur jeunesse, n'arrivent pas à obtenir un diplôme. C'est un problème. C'est-à-dire que 4 filles sur 10 qui jouent au foot chaque année pendant au moins 15 ans, 10 ans, etc., se retrouvent à 25 ans, 30 ans à ne pas avoir un diplôme, ni le BPC, ni le baccalauréat. Pour nous, c'est fondamentalement grave. Et on est parti sur une autre statistique qui est encore plus importante dans notre enquête. On a interrogé 210 femmes. Depuis 2001 notamment, 210 femmes qui ont joué au foot régulièrement, qui ont été dans le club. Parce qu'il faut savoir qu'au Gabon, pendant une période, il y avait quand même une activité sportive. Donc il y a 210 femmes qu'on a interrogées qui ont au moins joué au foot pendant au moins 4-5 ans. Et puis on s'est rendu compte que dans ces 210 femmes-là, il n'y a que 12% des femmes qui ont réussi à avoir un diplôme universitaire. C'est-à-dire, je considère diplôme universitaire à partir du bac même. Donc 12% sur 210 ont réussi à avoir un diplôme universitaire, donc aller au bout de leurs études. Et puis dans ces 210 femmes-là, on a remarqué qu'il y avait seulement 2% des femmes qui avaient réussi à avoir un diplôme supérieur, c'est-à-dire qu'à partir du master, etc., 2%. Donc cela a motivé... Donc moi, je me suis dit que ça veut dire qu'il y a un problème. Donc il y a un problème parce que le foot féminin, c'est pas comme le foot masculin où les gamins vont commencer à jouer, ils vont gagner de l'argent, ils vont frimer, ils vont réussir à aider leur famille. Non, le foot féminin, c'est un foot de passion. Il n'y a pas de l'argent. Il y a la passion, il y a l'épanouissement. Et puis, à travers ce foot-là, je vois comment ça marche en France. Et les filles, ça leur permet d'avoir des portes ouvertes. C'est-à-dire que moi, je suis un président de club. Si j'ai une entreprise où je connais des gens, je vais conseiller des gens pour prendre cette fille-là, recommandation. Voilà. Prends cette fille-là en stage, prends cette fille-là, elle a un travail. Donc, c'est fondamentalement une ouverture vers un épanouissement professionnel. Mais ici, on a juste remarqué que le sport, le football, était un facteur d'échec grandissant. Et donc, toutes les filles qui jouent au foot abandonnent pour la plupart l'école ou deviennent des lesbiennes ou bien derrière prennent des grossesses rapidement, des grossesses qui sont dans les alentours des encadreurs, etc. Et je trouve que cette image-là a entaché l'univers même du sport en lui-même, si bien qu'aujourd'hui, il y a des parents qui disent clairement « Moi, ma fille joue au foot, jamais ». Elle va aller, elle va être une lesbienne là-bas, etc. Elle va aller là-bas, ensuite elle va abandonner l'école. Donc non. Donc on est dans cette dynamique-là pour pouvoir rentrer de plein pied vers la lutte contre les inégalités naturellement, parce que c'est une inégalité que de ne pas accompagner ces filles-là, contre les discriminations, parce que ces filles-là subissent des discriminations. Un exemple tout court pour terminer. Les filles ont le droit de jouer au football, ok, ça arrive très peu, mais les garçons jouent sur des terrains corrects, sur du gazon, sur du synthétique, de beaux terrains, et les filles, elles, jouent sur du gravier. C'est une discrimination gravissime. Un autre exemple très simple, l'État gabonais, le domaine dans lequel il investit le plus pour ce qui est du sport, etc., du divertissement, c'est le football. Et dans le football, l'État, chaque année, en moyenne, met 5-6 milliards dans une année régulière avec des panthères. Dans les 5-6 milliards de francs CFA qui sont investis par l'État gabonais, il n'y a même pas 0,5%
qui est reversé au sport féminin et au football. Donc c'est tout l'essence de votre combat. C'est tout le sens de mon combat aujourd'hui et on a la chance d'avoir la première dame. Bon, nous allons évoluer dans nos échanges. Donc 2020, nous sommes pratiquement à la fin de 2020, une année on va dire difficile. Quel bilan, Freddy Koula, un bilan personnel de cette année 2020? C'est un bilan qui est parallèle au bilan de tous ceux qui ont vécu cette période-là. Je pense qu'en début d'année, ça a été super bien parti pourtant. Hein. En début d'année, je me souviens, on s'est éclaté sur la Tropical Amissa Bongo. En fin d'année, il y avait eu le marathon. Bref, donc on était dans un cycle où chacun se projetait pour pouvoir faire avancer ses entreprises, sa vie normale. Moi-même, personnellement, ça a été une année qui m'a freiné, même du point de vue de mes études, parce que ma thèse de doctorat a été freinée. Je suis venu en mars au Gabon et donc je suis resté là un peu longtemps, donc je n'ai pas pu avancer. Donc oui, c'est une année qui est une année riche parce que ça permet de se remettre en confiance, parce que d'abord on se sera remis en cause et puis ça nous permet aussi de nous dire ah ben si ça c'est arrivé, c'est que quelque chose de plus grave peut arriver. Et qu'est-ce qu'on aurait fait si quelque chose de plus grave était arrivé? Donc en gros, je pense que c'est une vraie année de remise en cause collective qui va permettre peut-être à chacun de repartir de plus belle et de grandir. Voilà. Alors dernière question pour terminer. Qu'est-ce que Freddy Koula souhaite qu'on retienne de lui? Que j'ai un beau sourire. Non, je blague. Non, mais non, qu'on retienne quoi? J'espère bien que quand je serai mort, parce que il faut bien partir un jour, qu'on se dise que j'ai existé. Et exister, ça veut dire avoir fait des choses concrètes dans la vie normale, dans sa famille naturellement, et aussi et surtout pour son pays. Parce que moi, tout ce que je fais depuis des années, j'ai pas plus que d'autres gens, mais j'ai un amour pour ce pays, peut-être qui dépasse mon temps de Des ambitions politiques? Voilà. Ça peut arriver parce que tout ce qu'on fait d'ailleurs est forcément lié à la politique. Aujourd'hui, le monde du foot dans lequel je me suis lancé, parce que je suis peu à peu en train de sortir du monde du journalisme, le monde du foot dans lequel je me suis lancé est un monde très politisé. Pas que au Gabon. La FIFA, c'est de la politique qu'ils font en permanence. Donc oui, je pense que je vais de plus en plus tendre vers cette politique-là et j'espère un jour pouvoir davantage influer, que ce soit dans l'environnement sportif ou l'environnement des médias que je connais parfaitement. Donc oui, j'espère qu'on retiendra de moi quelqu'un de bosseur, de travailleur, et qui mérite tout ce qu'il a pu engranger aujourd'hui. Pas financièrement parce que je n'ai pas d'argent aujourd'hui, je me bats avec les moyens du bord, je me bats avec les gens que je connais. Pour l'instant, je considère que la réussite est surtout liée à ce que vous avez fait dans votre vie. Des choses fondamentales, pas forcément à l'argent, même si l'argent te permet d'accomplir certaines choses. Donc j'espère qu'on retiendra de moi un être travailleur qui est parti de loin, qui est parti d'un petit village qu'on appelle Mokab, qui a gravé toutes les échelons, qui est arrivé à Libreville pour le bac, qui est allé en France pour l'école et pour la télévision et qui est reconnu aujourd'hui simplement par sa passion. Voilà. D'accord. Freddy Koula aura été franc durant toute cette émission? Je pense avoir dit des choses ici que je n'ai jamais dites ailleurs, mais encore une fois, je m'excuse si les gens qui me regardent de loin pensent que je suis imbu de ma personne, mais simplement que je suis quelqu'un qui prône pour le mérite. Et si nous, enfants de pauvres, si moi, enfant de pauvre, qui j'ai la chance d'être sur des médias internationaux, RFI et le reste, ne réclame pas de la place pour d'autres enfants de pauvres, il n'y a personne qui le fera. On sera toujours dominé par les bobos et tous ceux qui sont des riches aujourd'hui. Voilà. D'accord. Merci Freddy Koula. Nous avons été très ravis d'être en votre compagnie. Restez connectés sur M241 TV, la chaîne fièrement gabonaise.